présentation de notre deuxième conférencière aujourd'hui. Alors, notre prochaine conférencière, qui est une amie, Caroline Neptune-Hott, qui est membre de notre Première Nation. Alors, doctorante et chargée de cours au département de sciences des religions de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Caroline Neptune-Hott est membre de la communauté Innu de Mashtolias et se concentre sur les enjeux liés à la place des Autochtones, mais surtout des femmes autochtones dans la société. Elle a complété une maîtrise en communication publique à l'Université Laval sur le discours public des femmes autochtones. En 2010, elle a reçu le premier prix radio de journalisme en loisirs du Conseil québécois du loisir pour un reportage sur les Inuits du Nunavik aux Jeux olympiques de Vancouver. Après 10 ans de journalisme à Radio-Canada, où elle a développé plusieurs contenus éducatifs et informatifs, comme le site web spécialisé Espace autochtone, que vous avez sûrement l'occasion de consulter, et que si vous ne consultez pas, je vous invite à le consulter. C'est l'une des références. Elle a effectué un retour aussi plus récemment sur les bancs d'école. Beaucoup de courage pour faire ça, Caroline. Là-dessus, là, je félicite ton courage là, pour avoir fait ça. En parallèle à ses études, elle a travaillé à la recherche de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, Écoute, Réconciliation et Progrès. Elle a aussi été conseillère aux communications de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Sa thèse, réalisée sous la direction de Laurent Gérôme, s'intitule « Identité et cosmologie autochtone à l'ère numérique, réseaux sociaux et outils numériques comme, excusez-moi, je vais changer de page. Là, j'ai de la misère parce que mes doigts sont secs, comme levier de résistance et d'autonomisation pour les femmes autochtones artistes. Ces études, à temps plein, ont pour objectif d'inscrire ces réflexions et ces observations journalistiques sur les réalités autochtones dans une démarche scientifique. Elle s'inspire des travaux sur les critiques culturelles, féministes et post-coloniales et s'intéresse au rapport entre l'émergence de nouvelles technologies de l'information et de télécommunications et les processus d'autonomisation des femmes autochtones. Autonomisation, là, en passant, là, ce qu'on nomme aussi en français, mais qui est un anglicisme, empowerment, excusez la prononciation. Alors, la parole est à toi, Caroline, et je suis contente de te voir, même si c'est en virtuel. En ligne, on dit en ligne. Ben, là, je vois personne de la salle, je vois le micro. Oui. Est-ce que... OK. J'avais l'impression de parler à personne. Parfait. Je vais commencer tranquillement. Kwekwe Kassinou, Caroline Neptune-Hott, Shinikashwin. J'habite présentement à Montréal, Mounian, Joe Jagge. Puis, c'est ça, Hélène a dit que j'avais eu le courage de retourner sur les bancs de l'université ou la folie, je dirais, de retourner sur les bancs de l'université parce que ben, c'était pas nécessairement aisé, là. Je travaillais déjà à temps plein, donc j'avais un salaire, j'avais des obligations personnelles et familiales. Puis tout à coup, retourner sur les bancs d'université pour faire de la recherche, ça impliquait beaucoup d'inquiétudes financières, personnelles, comment est-ce que je subviendrai à mes besoins dans la ville, puis comment est-ce que je m'organiserais pour payer toutes mes choses. Mais disons que j'ai sauté à l'eau. J'ai fait le grand pas. Au début, je suis partie de Radio-Canada après 9 ans de service pour travailler avec l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues assassinées. Et puis, à ce moment-là, quand j'ai fait ce saut-là, ce bond-là, ça m'a permis, en fait, de laisser aller un peu Radio-Canada, qui était comme devenu une espèce de famille à ce moment-là,
Mais là, on voit Espace Autochtone et là, on voit des émissions comme Kwei Kwei avec Mélissa Mollin-Dupuis. On voit aussi l'émission avec Samian, hein, qui est à l'antenne de la première chaîne. Mais moi, quand j'ai quitté en 2016, c'était bloqué, bloqué, bloqué à Radio-Canada, là, je vous le dis, à ce moment-là. Donc, on avait réussi à mettre sur pied Espace Autochtone. On était 3. J'étais la seule personne qui était issue des communautés puis qui avait travaillé en communauté parce que j'ai travaillé à Ouachad, j'ai travaillé à Wendake, j'ai travaillé avec la Commission de développement économique des Premières Nations, j'ai travaillé à Ganawagé avec Femmes autochtones du Québec. Fait que j'étais la seule qui était issue des communautés autochtones qui était au sein de Radio-Canada puis qui allait travailler au développement des nouvelles. Ça a été je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé dans le milieu non autochtone là, ou en relation avec des milieux non autochtones. Là, des fois, essayer de faire passer nos idées, c'est pas tout le temps, c'est pas facile. Mais j'ai vraiment travaillé longtemps pour essayer de faire en sorte que le projet soit développé. Il l'a été, mais j'ai quitté pour justement l'enquête nationale parce que c'était compliqué. C'était compliqué Radio-Canada avec l'espace autochtone. Puis je dirais qu'aujourd'hui, tu sais, je suis heureuse de voir que ça continue, que ça s'installe, qu'il y a des gens qui participent. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on est à l'interne, on rame à contre-courant tout le temps pour vendre nos projets. Pour essayer de vendre mes idées de reportage, il fallait que je travaille fort, que je parte, que je fasse le double d'heures quasiment pour que j'aille dans d'autres émissions de radio pour dire, regarde, le reportage sur, mettons, les jeunes du Nunavik ou les femmes autochtones est super important et vraiment intéressant pour tel aspect. Puis c'était pas important en 2014, 2015. On dirait toujours que c'était un peu du revers de la main. Tu sais, OK, ouais, c'est correct, viens, tu sais. Mais bon, ça a fonctionné quand même. Et puis, je pense que j'avais un essoufflement en 2016 de tout ça. Puis surtout, j'avais envie de travailler avec les communautés, dans les communautés. Puis, tu sais, ça me manquait parce que j'avais fait ça depuis l'âge de 23, 24 ans. Puis que là, ça me manquait. C'est difficile, j'ai trouvé ça difficile de travailler tout le temps avec des personnes, ben, tout le temps, très souvent avec des personnes non autochtones, parce que les mentalités sont différentes, les façons de faire, les façons de penser sont différentes. Fait qu'il faut toujours qu'on explique, puis je pense que j'avais un essoufflement. Ça m'a fait du bien de retourner travailler avec femmes autochtones dans le cadre de l'enquête des femmes autochtones parce qu'il y a tout eu une espèce de processus qui a été développé où est-ce que lors de nos premières rencontres, il y avait vraiment des cercles de partage. Là, ça fait du bien parce que j'en avais vraiment besoin. Pour les personnes qui, là, vous êtes en communauté, c'est bien, vous avez comme un renforcement là, les unes par rapport aux autres. Mais quand on est à l'extérieur, à un moment donné, des fois, ça devient très essoufflant d'essayer de faire avancer des dossiers au sein d'institutions. Donc, ça a fait du bien, justement, ce travail-là à l'enquête nationale. Mais parallèlement à mon cheminement à l'enquête nationale, puis le travail que j'ai effectué au service de communication pendant un certain temps, j'ai démarré en même temps un doctorat. Donc voilà, je n'ai pas resté longtemps à l'enquête nationale parce qu'on m'a demandé, en fait, c'est un choix que j'ai fait là, à ce moment-là. L'enquête nationale voulait que je sois à l'enquête à temps plein. On m'avait embauché au début à temps partiel. Donc, c'était possible pour moi d'être à l'enquête nationale à temps partiel, puis ensuite de ça, d'être au doctorat à temps partiel plein. Là. Puis j'ai décidé, à un moment donné, on me dit, tu viens à temps plein à l'enquête nationale parce qu'on n'y arrivera pas. Puis, j'ai pas voulu continuer parce que ça impliquait que j'abandonne mon doctorat. Puis, quand j'avais commencé ce doctorat-là, vous savez, on ne décide pas d'aller faire un doctorat du jour au lendemain, là.
faut préparer des dossiers, il faut faire des demandes, il faut postuler, il faut faire des demandes d'application, il faut faire des demandes de lettres d'appui à des gens, des profs d'université de nos autres universités où on a fait notre maîtrise. Fait qu'avec quand on présente notre candidature, on arrive avec un dossier complet qui ça prend des mois à préparer avec une lettre pour se présenter. Donc, ça a été difficile déjà de faire ce processus-là. Là, je me disais, bon, attends, là, est-ce que j'ai envie de lâcher comme ça à la dernière minute? Puis, combien de temps ça va durer l'enquête? Ça durait 2 ans, là, c'était ça l'embauche. Donc, j'ai préféré poursuivre mes études doctorales, me disant aussi que j'allais être capable d'aider ou partager avec la communauté à ce moment-là à travers mes recherches. Donc, c'est ça. J'ai été à temps plein au doctorat et j'ai laissé tomber l'enquête nationale. D'ailleurs, j'ai pris la décision sur le bord du lac Saint-Jean, hein, je voudrais vous dire. J'étais à la plage, couchée là, comme une étoile de mer, très stressée. Puis à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'écoutais les vagues, puis j'ai dit, non, là, laisse faire, là, ça suffit. Ça suffit. Fais juste le projet que tu avais dans la tête, là. Lâche, là. Ça va faire. Et ça, c'est difficile à lâcher prise. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été pris dans des problématiques comme ceux-là, là, mais lâcher prise, là, c'est quelque chose. En tout cas, c'est là qui a comme finalement eu raison de moi. Puis j'ai décidé de juste faire la thèse de doctorat parce que moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire des rencontres avec des gens des communautés pour échanger, discuter. Fait que ma recherche doctorale, c'était une recherche qui était participante, participative. C'est une recherche avec les personnes autochtones, avec des femmes autochtones notamment, qui avaient une pratique créative en art. C'est certain que ma recherche était aussi, bon, c'est du long terme. Ça. Je vais me permettre d'arrêter 2 secondes, je m'excuse parce que ma fenêtre est ouverte puis il y a comme des gens dehors. Bon. Donc, c'était une recherche qui se voulait participative. Alors, j'ai approché des artistes un peu boule de neige parce que j'en connaissais déjà beaucoup. J'ai approché Sonia Robertson de la communauté que vous connaissez. J'ai approché Soleil Launière. J'ai approché Romain Wachish, j'ai échangé avec Émilie Monet, Caroline Monet, qui sont Anishinaabe françaises. J'ai échangé avec Ivani Aubin-Malo, j'ai échangé avec Christine Sioui. En tout cas, j'ai échangé avec plein d'artistes comme ça pour voir qu'est-ce qu'elles avaient à dire sur leur pratique, qu'est-ce qui avait changé au cours des dernières années, c'était quoi les défis qui se posaient aux artistes. Donc, moi, ça m'a permis, comme chercheuse du milieu autochtone, d'être avec des personnes de la communauté, d'échanger avec ces gens-là. Et je pense que dans le processus, tu sais, je pense qu'un processus de recherche, c'est un processus aussi qui est de construction de soi aussi. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses par des livres, mais aussi avec des échanges. Fait qu'on apprend aussi sur soi. On apprend aussi à connaître nos limites. Hein? On apprend aussi à essayer de négocier les manières de faire. On apprend aussi à écrire différemment. On apprend à se faire reviser aussi par plusieurs personnes qui mettent plein de lignes rouges partout dans vos documents, puis vous rentrez chez vous en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Comment je me retrouve avec toute cette correction-là, puis à dire, ben c'est pas grave, je continue pareil, puis je verrai ce que ça donne plus tard, tu sais, de ne pas prendre tout trop personnel dans ces corrections-là, puis vraiment d'aller de l'avant. Fait que c'est vraiment un processus qui a été à long terme. Là, j'arrive presque à la fin, donc j'ai commencé mes premiers cours de doctorat en 2016 pour terminer ma rédaction de thèse en 2023. Donc, vous imaginez le temps que ça peut prendre là, pour faire ces rédactions-là. On parle d'environ à peu près 300 pages là, en tout et partout. Et, excusez. Ah.
mon chat a sauté sur l'imprimante. Donc voilà, le sujet de ma thèse ou le thème de ma thèse, c'était comment les femmes autochtones font usage ou vont utiliser les outils médiatiques dans leur création artistique. Je me suis intéressée, tu sais, bien entendu, aux différentes pratiques. Je ne me limitais pas, là, tu sais, moi, que ce soit, admettons, que ce soit du tissage, de la couture, du perlage, du dessin, de l'aquarelle, tu sais, tout était permis. On pouvait faire du bricolage aussi, c'était pas, tu sais, ça pouvait être des installations, des petites pièces montées. Christine Sioui a fait ça beaucoup, des petites sculptures montées comme des petits jouets, là, c'est vraiment magnifique. Donc, je n'étais pas limitée dans le type de pratique, mais il fallait que les artistes aient un usage des outils médiatiques. Donc, qu'elle ait utilisé la photographie, qu'elle ait utilisé la vidéo, qu'elle ait utilisé aussi peut-être des outils en ligne pour soit diffuser leurs œuvres ou bien pour créer, justement. Donc, c'est un peu ces usages-là que j'ai essayé de documenter avec les différentes artistes. Puis ça m'a emmené, en fait, à développer des collaborations qui ont été vraiment significatives, je pense, autant pour moi que pour les personnes de la communauté de Mashtoyat. Notamment, je pense à la dernière exposition Regard de femmes sur le territoire, qui a été organisée, commissariée par Sonia Robertson, puis qui est avec Soleil Launière, Marie-André Gill, puis Sophie Curtnos, qui sont toutes les femmes de la communauté. L'exposition a d'abord été proposée sous forme de projet à l'organisme LOB à Chicoutimi, à Saguenay. Donc, il y a eu 3 résidences d'artistes au LOB. Et puis, ces 3 résidences d'artistes-là ont permis à ces 3 artistes-là de se dépasser, d'explorer c'est quoi leur relation au territoire, comment elles veulent l'exprimer, qu'est-ce qui est important dans cette relation-là au territoire, qu'est-ce que ça veut dire pour leur famille, pour elles. Puis, elles sont arrivées avec 3 œuvres différentes, 3 créations différentes. Hélène, je pense que tu es allée à... Oui, tu es venue à une de celles-là. Fait qu'il y a différentes personnes de la communauté qui sont venues voir les installations au LOB. Moi, je me suis dit, mais c'est donc bien important qu'on s'assure de cette visibilité-là aussi ailleurs. Puis, j'ai eu envie d'inviter les artistes de ce groupe-là, Regard de femmes sur leur territoire, avec lesquels j'ai collaboré au cours de tout le temps que c'était en route, là, que c'était en marche. J'ai eu envie de les inviter à l'UQAM. Alors, à l'interne, je suis allée voir les directeurs de la galerie de l'UQAM, la directrice Louise Derry. J'ai cherché des fonds à l'UQAM pour inviter les commissaires, donc, puis pour diffuser l'événement. Donc, on a déployé les efforts nécessaires pour que les 3 créations des artistes avec la commissaire Sonia Robertson soient présentées à Montréal, à Montréal. Donc, on a eu vraiment... Écoutez, ça faisait depuis 1986, si je ne me trompe pas, qu'il n'y avait pas eu une exposition vraiment commissariée, montée avec des Autochtones au Québec, particulièrement des femmes autochtones. On avait eu quelques expositions qui étaient venues de l'Ouest canadien, qui étaient venues à la galerie de l'UQAM, mais depuis 1986, là, ça fait combien de temps? Là? On est en 2023. Ça faisait depuis 1986 qu'il n'y avait pas eu un truc de femmes autochtones à l'UQAM, dans la galerie de l'UQAM. Écoutez, quand on a vu ça, c'est Pascal Obom-Sawin qui est d'Odana, qui nous a sorti la vieille expo de 1986 pour nous dire, regardez. Puis, en tout cas, j'étais vraiment, vraiment contente. Je pense que Louise Derry, aussi la directrice de la galerie de l'UQAM, était vraiment heureuse de voir qu'on arrivait avec ça. C'était un projet qu'elle attendait. Les filles de Mashtoyat l'ont mené avec brio, cette exposition-là. Puis le vernissage, la soirée du vernissage, ça a été un réel succès. On a eu plus de 200 personnes dans la galerie.
On oublie la COVID à ce moment-là. On était 200 personnes dans la salle d'exposition, c'était plein à craquer. Il y avait des gens du Musée d'art contemporain, il y avait des gens de l'Université Concordia, des gens de l'Université de Montréal et de l'UQAM. Il y avait des poètes, Joséphine Bacon était là, des gens de CBC, etc. Donc, tu sais, je pense que moi, ce que j'ai vu dans ça, c'est que, bon, je suis allée à l'UQAM, je suis allée étudier, je suis allée faire de la recherche, mais aussi, tu sais, ça me permet aussi de servir de levier, tu sais, de pont entre des gens de la communauté qui font des créations, puis d'autres milieux, hein. C'est pas parce que, tu sais, puis moi, je dis pas ça parce que c'est ça qu'il faut faire, hein. Tu sais, je pense qu'il y a il y a des initiatives communautaires qui sont incontournables. Je dis juste que, bon, moi, si je peux servir à quelque chose, je peux servir à ce genre d'initiative-là. Puis ça a très, très bien fonctionné. On a été extrêmement bien accueillis. Bien, jusqu'à maintenant, je pense que les gens, là, Sophie, Soleil, tout ça, ont dit être très, très, très bien accueillis par l'université. Et en réalité, on a aussi, ça a permis d'avoir des discussions aussi qu'on a diffusées en ligne avec Roma Ouachiche, Anna Classe, donc plein de femmes autochtones. Puis on se rendait compte, c'est que dans la salle aussi, c'était plein de femmes, tu sais, femmes non autochtones. Puis là, on s'est dit, hey, c'est drôle, hein, à chaque fois qu'on a des cours féministes ou des cours sur les femmes, puis tout ça, c'est juste des femmes qui sont là. Ça manque de nos hommes ou des hommes en général qui s'intéressent à ces questions-là. Puis, à mon avis, c'est comme ça reste un problème là, qu'il faudrait peut-être, auquel il faut penser. Hein? Je n'ai pas de solution, là, mais il faut y penser. Comment est-ce qu'on fait pour que les hommes soient impliqués dans des questions aussi, sans prendre la place des femmes, mais comme qui peuvent être impliqués dans ces questions-là. Donc, voilà, donc j'ai fait. Donc, parmi les œuvres exposées, il y a une des séries de toiles qui ont été exposées par Sophie Kurtnuss, qui, je ne sais pas, bon, vous connaissez Sophie, hein, vous avez vu ses toiles. Je peux-tu partager, Hélène, une présentation PowerPoint? J'ai-tu l'autorisation? Oui? Oui. OK. Je vais partager une présentation PowerPoint que j'ai réalisée, tu sais, dans le cadre d'une autre conférence, mais qui montre un petit peu comme la démarche, la réflexion que j'avais autour de l'usage des outils médiatiques. Puis, ça va vous permettre de voir aussi les créations que Sophie a faites. Donc, je vais juste le mettre en grand plan comme ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est la création qui s'appelle Connexion, qui a été réalisée en 2020 par Sophie Kurtnuss. Donc là, on parle de toile acrylique là, réalisée avec média mix. Là, donc, il y a une série de collages. C'est monté sur de la toile. Ça a été présenté d'abord à Matane, ensuite ça a été présenté à Saguenay et maintenant cette exposition-là est rendue à Montréal. Donc on voit que une création au départ réalisée dans le cadre d'un petit projet peut voyager, être très nomade, puis très bien fonctionner, puis elle sert un propos qui permet des affirmations visuelles des souverainetés des femmes autochtones. Donc, on voit ici dans cette création-là, Connexion, c'est ma photographie que j'ai prise à la bibliothèque de Saguenay. Là, donc, bon, la lumière est moyenne, là, je dirais. Donc, il y a les œuvres Pipun, Chipi, Minish, je pense que c'est Tewegan, Ntei Mahan, puis le dernier, je ne sais plus. Je pense que c'est. Je vais le savoir tantôt quand je vais regarder une autre. Ça, là, je pense que c'est Minish. Non, Minish est là. Bon, je ne me rappelle plus de la dernière toile, du terme de la dernière toile. Mais il s'agit en fait de toiles qui représentent ici, si vous regardez bien, un code, comme un code QR ou un simili-code QR qu'elle a réalisé sur une toile blanche. Puis, le processus, en fait, c'est qu'on prend un appareil mobile, comme un téléphone cellulaire ou une tablette, on va devant la toile, puis en étant devant la toile, on active
une plateforme, un logiciel qu'on a téléchargé préalablement sur notre téléphone. Puis on peut voir un autre toile apparaître dans notre téléphone cellulaire, comme vous allez voir. Alors, je trouvais que cette série d'œuvres-là était vraiment intéressante. D'ailleurs, cette série d'œuvres-là, je l'ai documentée dans ma thèse de doctorat, qui va être publiée l'année prochaine, si tout va bien. Parce que pour moi, c'était vraiment un super usage des outils médiatiques et en plus de ça, une affirmation d'une souveraineté visuelle portée par une femme et nous qui vit autant en communauté, en territoire, puis qui n'a pas peur d'explorer différents médiums et qui, bien qu'il va faire, Sophie, beaucoup de peinture, elle va faire aussi d'autres choses. Elle va faire aussi d'autres types de réalisations, notamment comme celle-là, puisqu'elle est graphiste également. Elle ne sera pas la première autochtone à faire usage de ces outils médiatiques. Là, je vous montre, par exemple, une œuvre Song Because of the Land, qui Nikamun aussi Aski, donc des chansons pour le territoire, qui sont une espèce de série de chansons réalisées par Cheryl Lirondelle, ici, qui sont réalisées avec un téléphone cellulaire. Donc, c'est une série d'œuvres qu'elle a réalisées avec des chants qu'elle faisait à différents endroits de la ville, comme une souveraineté vocale à travers le territoire. Puis Cheryl Lirondelle est une penseuse cri qui a écrit « Notre lien avec la Terre est ce qui fait de nous des Autochtones et pourtant, à mesure que nous avançons dans les domaines virtuels, nous nous faufilons, nous aussi, et nous installons notre campement, faisant de ce domaine virtuel et technologiquement médiatisé le nôtre. » Donc, on fait notre campement en territoire technologique. Donc, il y a différents axes qui sont employés par les artistes des Premières Nations. D'abord, il y a l'idée de déconstruire les stéréotypes. Hein. Une des premières qui a fait ça, c'est Shelley Niro, qui est Ganyenge Haga, qui est Mohawk, qui a photographié sa mère, June Chiquita Doxtator, sur une voiture qui s'appelle Rebel. C'est une marque de voiture très à la mode dans les années 80, mais c'est vraiment que c'est une race car, là. Une voiture de communauté un peu abîmée. Puis c'était un peu pour dénoncer, si on veut, tu sais, les stéréotypes, la fille, l'auto, etc. Puis ça a été quelque chose de très, très ludique là, quand elle l'a réalisé. Une autre artiste de l'Ouest canadien aussi, Laurie Blondeau, qui a réalisé Cosmosquad, qui en fait vient elle aussi frapper directement dans les stéréotypes de manière ludique également, comme un peu pour s'amuser, mais aussi pour dénoncer toutes ces espèces de magazines qui vont utiliser le corps de la femme comme objectification du corps de la femme. Donc, Cosmosquad, elle a fait, bon, c'est très drôle, tous les petits titres qu'on peut voir, Killer Bingo Face, donc face de bingo, 10 façons de se maquiller, comment nourrir son homme à la petite cuillère. Donc, tous les petits titres sont amusants. Une autre artiste qui a fait vraiment une œuvre qui s'intéresse aux médias, mais qui va questionner principalement les médias, c'est Rebecca Belmore, qui est une Anishinaabe de l'Ontario. Dans cette œuvre-là, elle met de l'avant l'idée de communication avec la terre-mère, la participation avec la communauté. Donc, elle invitait la communauté à dire des paroles puis à parler avec la terre-mère à travers cette espèce de haut-parleur-là qu'on utilise souvent. À plus petite échelle, là, dans les powwows à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais donc voilà. Alors, dans la collecte de données que j'ai faite pour ma thèse, j'ai été un peu celle qui accompagne. Donc, j'ai fait, pour moi, c'est ma thèse, mais en même temps, je l'ai faite en participant avec les personnes autochtones que j'ai invitées, là, comme je vous ai dit. J'ai été chercher certains mots qui me paraissaient pourvus de sens pour moi, qui me permettaient un peu d'asseoir toutes mes réflexions, mes valeurs, ma méthodologie.
Là, je ne veux pas passer trop de temps non plus là-dessus, là, parce que ça, c'est vraiment une présentation que j'avais présentée à des gens à la maîtrise. Fait que, tu sais, bon, ils vont comprendre un petit peu ma méthodologie. Je suis sûre qu'Hélène a suivi, là, ceux qui font des études un petit peu plus poussées, là, nos méthodes, des fois, c'est un peu complexe. Dans ce cas-là, c'était vraiment l'idée du cœur, du partage, du cercle. C'est basé sur comme juste l'esprit du Steenwegen ou l'esprit de la communication du Steenwegen. Puis de ma pratique de documenter les pratiques. Donc, Sophie, hein, que vous connaissez, je la présente ici, hein, qui est graphiste. Qui a utilisé un logiciel en ligne qui s'appelle Artivive. J'ai mis le lien ici, je pourrais vous donner ma présentation si vous le souhaitez, là. Donc, on télécharge le logiciel, puis ensuite de ça, on peut aller devant des créations au mur, puis ça active une fonction dans notre téléphone, puis il peut avoir de l'animation, toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est les indications avec le logiciel à télécharger de Sophie. Ça, c'est les œuvres que je vous ai présentées au début. Puis ça, c'est une photographie, par exemple, de Shippy, qui est le code QR ou le simili-code QR développé par Sophie, et la toile qu'elle a réalisée ici et qui est en réalité une petite œuvre numérique animée. Donc, on voit en quelque sorte la rame bouger dans notre écran de téléphone. Hein? Et on est placé comme dans une position où est-ce que c'est nous, en fait, celui qui regarde l'œuvre, la personne qui regarde l'œuvre, qui est dans le corps de Sophie ou dans le corps de celle qui est en train de ramer. Elle a fait la même chose dans sa série d'œuvres. Donc, l'artiste est un peu présente, donc elle est là, mais en même temps, elle s'efface un peu pour nous laisser de la place, hein, pour laisser de la place aux spectateurs. Donc, on est en interactivité à l'intérieur, dans cette œuvre-là, avec les créations en place. Donc là, ben, ça, c'est moi, hein, qui regarde l'œuvre Miniche. Donc, dans cette œuvre-là de Sophie, on peut voir aussi, justement, la cueillette de bleuets réalisée. Donc, toutes les œuvres que vous voyez là en couleur, là, ce sont des vidéos réalisées par le logiciel Artivive, mais ce sont également des toiles, des toiles qu'elle a réalisées puis qui appartiennent à des membres de la famille, etc. Elle les a vendues. Ce qui est exposé seulement, c'est juste l'œuvre en noir et blanc. Les toiles, les grandes toiles en couleur, appartiennent à des personnes où on ne les voit pas. Donc, oui, Nitay Mahan, donc je prie. Hein? Aussi, un autre élément intéressant que je trouve dans les œuvres de Sophie, c'est qu'elle a mis seulement des mots en innu. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas un locuteur l'innu ou quelqu'un qui ne comprend pas l'innu ne peut pas comprendre exactement le terme de l'œuvre. Si bien que dans cette œuvre-là, spécifiquement, mon copain, qui est francophone, était incapable de savoir exactement de quoi il s'agissait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Puis, comme il ne connaissait pas les traditions de prière, admettons, avec la sauge, avec le tabac, etc., il n'était pas capable de faire sens de l'œuvre. Moi, je trouve ça intéressant que ce soit réalisé comme ça parce qu'en fait, c'est une affirmation de la part de Sophie en disant, ben écoute, si tu veux en apprendre plus ou si tu veux connaître ou si tu veux comprendre l'œuvre, il faut que tu te forces un peu. Fait que dans le fond, c'est un message aux personnes qui ne connaissent pas bien la langue, pas les personnes qui ne connaissent pas bien la langue, mais les non-autochtones beaucoup, justement de cet effort-là d'avoir à apprendre un peu les langues autochtones du territoire du Québec. Donc, l'œuvre Steenwegen, ici, c'est la seule œuvre qu'on ne voit pas nécessairement Sophie, mais Sophie, en entrevue, dira clairement qu'elle voyait ça comme étant son cœur. Donc, pour elle, c'était son cœur qu'on voyait, hein, donc une espèce d'intériorité de sa relation au cœur et au Steenwegen. Puis on voit que Sophie comprend bien la langue innu, hein, quand elle vient, même si elle n'est pas une locutrice, là, c'est ce qu'elle me dit,
elle comprend bien la langue Innu parce qu'elle sait aussi que, tu sais, cœur, Tewagan, c'est des mots qui sont rassemblés ensemble et qui apportent du sens à l'outil comme tel. Donc, moi, je trouvais que la série d'œuvres réalisées par Sophie sont vraiment intéressantes. Là, c'est quelques citations là, qu'on trouve là, dans mes recherches. Là. Je disais, lorsqu'il s'anime, il s'hypertextualise dans la création numérique, le mot acquiert des qualités qui ne lui avaient pas été propres. Il respire, s'étire, se détache, il s'efface. Il se touche, se laisse déplacer via des manipulations de souris ou de clavier, devenant un objet de plaisir au sens matériel du terme. C'est aussi cette idée-là qu'on retrouve dans l'œuvre de Sophie Kurtnuss. Donc, la série d'œuvres de Sophie Kurtnuss s'inscrit, d'après moi, vraiment dans un mouvement de résurgence, mais surtout dans un mouvement d'affirmation. J'ai un petit peu de difficulté avec l'idée de résurgence parce que l'idée de résurgence, pour moi, ça veut dire ressurgir. Tu sais, on ressort de où? On ressurgit de où? Tu sais, est-ce qu'on était en dessous de l'eau ou quelque chose comme ça? Tu sais, j'ai un petit peu de difficulté. J'aime mieux le terme affirmation, tout simplement, qui, à ma foi, s'inscrit en continuité de nos existences mutuelles, puis de notre présence immémoriale en territoire. Cette présence-là a été parfois coupée par les pensionnats, parfois coupée par la sédentarisation forcée, les inondations. Bon, je ne veux pas faire le tour de ce que vous connaissez déjà, mais ces affirmations-là s'inscrivent aussi en continuité de pratique parce que il y a des pratiques qui ne se sont pas perdues. Hein. Il y a beaucoup de familles qui ont continué d'aller en territoire, moins, mais ils ont continué d'aller en territoire, ont continué d'exercer des pratiques. Et aujourd'hui, de plus en plus de jeunes le font et exercent de nouveau les pratiques qui n'ont pas été complètement effacées dans nos différentes nations. Là, je termine avec une petite phrase de Liane Betasamosake-Simpson dans la présentation que j'ai faite à l'université. Liane Simpson, c'est une artiste Anishinaabe qui a été publiée en anglais, mais qui commence à être publiée en français. Elle a commencé à rédiger au début 2000, puis ensuite, elle a fait du travail dans les années 2011, 2017, c'est de là. Que vient cette citation-là. Elle a dit « Nous sommes l'alternative, nous sommes la solution, basée sur nos propres nations, nos propres conceptions de nous-mêmes. Nos corps politiques sont la norme, ils sont l'alternative et la solution. » Donc, je fais une traduction là, pas littérale comme ça, mais elle vient dire que la présence de nos corps nous permettent d'affirmer notre présence. Et justement, dans le cas de l'œuvre de Sophie Kurtnuss, il y a vraiment une affirmation de la présence de Sophie en territoire, de l'exercice de ses pratiques, puis en même temps qu'elle affirme sa présence en territoire, ses pratiques avec ses photographies puis ses œuvres, elle semble dire aux non-autochtones, ben, tu peux regarder mon œuvre, tu peux regarder mon territoire, mais pas trop. Donc, tu peux le regarder, mais tu n'es pas dedans, puis fais un effort. Donc, moi, j'aime bien ce petit jeu-là. Puis en même temps, ça s'appelle connexion. Hein? Être connecté à quoi? Être connecté à l'écran, être connecté au territoire. Tu sais, donc, il y a cette petite tension-là dans sa présentation visuelle. Sophie m'en a parlé. Là, c'est certain que moi, je reprends les mots de Sophie, puis j'ajoute à ça mes propres connaissances puis mes propres réflexions sur son projet d'art visuel. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, que au final, cette œuvre-là, cette création-là, est présentée actuellement à l'Université du Québec à Montréal dans la galerie avec les 3 installations de Marie-André de Soleil. Ça a été commissarié par Sonia. C'est donc dire qu'il y a comme des dialogues qui sont engagés entre des installations, des pratiques passées, puis des pratiques qui sont actuelles, puis médiatiques. Donc, c'est un petit peu ça, dans ça que je me suis embarquée d'analyser dans
dans ma thèse. Puis maintenant, ben, je suis devenue professeure là, à l'UQAM depuis 2020, en pleine COVID. J'ai commencé à être professeure. Fait que le 19, je savais que je commençais le 20. Fait que le 20, je commence. À la fin de la journée, ma mère, elle m'appelle. Puis, ma fille, comment ça va? Comment a été ta première journée d'ouvrage à l'UQAM? Ben, j'ai dit, j'étais chez nous. Ça n'a pas changé. J'ai travaillé, tu sais, mais tu sais, j'étais chez nous. J'ai pas vu de collègues, j'ai pas vu personne. Fait que c'est rentré au bureau avec personne. Ça s'est fait un peu étrangement, là. Mais bon, c'est ça. Donc là, maintenant, j'enseigne à l'UQAM plusieurs cours, des cours en histoire de l'art. Je présente les artistes de Machteuillac dans mes cours d'histoire de l'art. J'intègre certaines des artistes. Puis je donne aussi un cours en sciences politiques, femmes autochtones du Québec, débat en jeu. Fait que là, on voit différents thèmes comme les pensionnats, l'enquête nationale, l'affaire de Joyce, le racisme systémique. C'est quoi, comment ça fonctionne, le féminisme autochtone ou disons l'affirmation des femmes autochtones au courant des années 70 que dans les années 2000. Puis les relations avec les services policiers, des questions difficiles, hein? Il y a des questions difficiles, des questions émotives qu'on voit avec des jeunes de 19-20 ans qui rentrent à l'université. Donc, j'essaie tout le temps de faire ça avec beaucoup d'amour, je pense que c'est le mot qu'il faut dire, là. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur aussi. Tu sais, on ne peut pas commencer à parler de violence puis tout ça, tu sais, en étant nous-mêmes dans ça. Il faut y aller avec beaucoup de... Parce qu'il y a des gens, tu sais, il y a des gens que c'est la première fois qu'ils l'entendent comme ça. Puis il y a des gens aussi qui ont été victimes dans ça. J'ai des Autochtones aussi dans mon cours, fait qu'il faut que je sois très prudente, tu sais. Donc, on parle de ces choses-là à travers ce cours-là. Donc, ça fait la 4e année que je l'enseigne. Et puis voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour de mon travail ici, là, qui occupe vraiment beaucoup, beaucoup de mon temps. Voilà, là, se poursuit là, jusqu'à la fin de la session et même plus. Donc, je vais terminer là-dessus, Hélène. Je pense que j'ai occupé quand même 30-40 minutes de temps, hein. C'est beaucoup. Caroline, écoute, Je t'entends pas, Hélène. Je t'entends pas je t'entends pas. Qu'est-ce qui fait que tu m'entends pas? Je m'en vais. C'est ici. OK. Parce que c'est un feedback, probablement. Ouais, Faut que tu sois derrière les haut-parleurs. elle disait que j'ai comme un genre de. Je sais pas, ça va m'expliquer dans ma face. Ça va, c'est comme. Théorie dans un foyer, non. Écoute, Caroline, vraiment, merci de t'être intéressée à un sujet aussi. Fait que, écoute, l'art autochtone en soi, c'est pas évident non plus. L'expression à travers. Fait que je pense que, en tout cas, moi, là, encore, tu me fais découvrir quelque chose que la politique en moi, là, avant que tu m'en parles, j'aurais comme dit, ouais, mettons. On va dire, mais vraiment, c'est une richesse extraordinaire, puis tu réalises bien. Je pense que ça. En tout cas, j'invite tout le monde en passant, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'exposition Territoire, de s'y intéresser. Moi, je vous dirais juste avoir vu le processus artistique des artistes qui ont participé, moi, c'est venu chercher ma corde vibratoire la plus sensible, parce que, justement, je pense que je dirais ça dans ton propos, justement là-dessus, Caroline. Quand tu parles d'affirmation plutôt que d'urgence, Attends, je t'entends pas. Je te perds. Ça coupe.
trouve que quand tu dis que tu préfères parler d'affirmation que de resurgence, je trouve que c'est intéressant parce que exactement c'est ça. Dans une certaine façon, parce que ça me parle là, dans d'autres choses que je suis en train de faire présentement, que quand on parle d'affirmation, on est un peuple debout. On dit resurgence, ça veut dire qu'on était comme écrasé puis qu'on ressurgit quelque part. Fait que je trouve que vraiment, là, que tu utilises le mot affirmation, c'est vraiment, ben, je trouve que c'est le bon terme. Puis, écoute, merci justement de maintenant permettre à des jeunes de transmettre à ta façon, en fonction de ton cheminement, des connaissances que tu as acquises, que tu partages avec grand intérêt, puis aussi avec beauté. Puis amour aussi, parce que tu l'as mentionné, là, écoute, il faut tellement Ouais. parce que je sais qu'on s'en est parlé toutes les deux, là, c'est dur, le milieu universitaire aussi, c'est très exigeant. Fait que, écoute, t'es une battante, ma fille, tu t'investis à fond. Merci de ta présentation. Je ne sais pas si dans la, je sais pas dans la salle, est-ce que vous avez des commentaires à formuler sur la présentation de Caroline? Aussi, Hélène, je vais ajouter une autre affaire aussi. Tu sais, on parle de résurgence, tu sais, mais résurgence pour qui? Tu sais, pour les non-autochtones, c'est eux autres qui viennent de se rendre compte qu'il y avait des autochtones, tu sais, dans leur coin de pays, tu sais, parce que les personnes des communautés existaient, puis ils savaient qu'ils existaient, là, tu sais, c'est sûr il y a eu des manœuvres coloniales, mais j'aime bien l'affirmation parce que ça vient dire non, vous n'avez pas, vous avez pas réussi, ça n'a pas fonctionné en complètement votre histoire, tu sais. Résurgence, c'est ça, il y a quelque chose de, on n'était plus là, puis là, on revient, tu sais. Mais c'est pas vrai, on n'est jamais disparu. On était dessus, on était cachés, mais on était là pareil. Ouais, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi, là, pour qui la résurgence? Pour les Blancs, ben non, là, tu sais. Pour nous, on est dans une affirmation, puis une continuité d'affirmation. J'aurais aimé ça être à Montréal parce que moi, j'étais en Achetoyac en passant quand les filles ont présenté le projet d'exposition. Là, puis, j'aurais aimé ça encore être à Montréal. C'est tellement riche. On peut vraiment, là, bravo. On a des femmes extraordinaires. J'arrête pas de le dire. Vraiment, là, on est très privilégiés de, 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 de marquer à notre façon notre, notre présence, puis aussi tout le bagage qu'on a, puis tout le vécu qu'on a, puis vers quoi on s'en va. Fait que je trouve ça extraordinaire. Fait que, de quoi Ouais. on est très fiers. Ouais. Merci, Caroline. Fait qu'au plaisir de se voir en vrai. Oui, oui, j'aurais aimé ça, mais c'est comme c'est impossible. À bientôt. À bientôt. Merci.